Le froid extrême a toujours occupé une place à part dans l'imaginaire collectif. Pendant des milliers d'années, il est apparu comme une force maléfique, associée à la mort et à l'obscurité. C'était un phénomène inexpliqué. Était-ce une substance, un processus ou un état particulier de la matière? Au XVIIe siècle, nul ne le savait. Mais à Londres, tout le monde pouvait ressentir ses effets lors des rudes hivers qui assaillaient la capitale. À l'époque, l'Angleterre traversait ce qu'on appelle la petite ère glaciaire, et il faisait extrêmement froid. Il faut imaginer un monde où on s'éclairait grâce au feu, et où les gens avaient froid quasiment tout le temps. Ils devaient ressentir le froid comme une présence, une sorte d'agent qui influait sur leur vie. Et ça s'accordait bien avec l'idée dominante que les philosophes avaient héritée des Grecs et d'Aristote des centaines d'années plus tôt. L'idée selon laquelle il y avait deux éléments dans le monde, le chaud et le froid, qui fonctionnaient symétriquement et pouvaient se combiner ou se séparer. L'homme a alors l'impression d'être à la merci du froid, une force naturelle vue comme un acte divin et inspirant une admiration mêlée de crainte. Quiconque tente de manipuler le froid le fait à ses risques et périls. Le premier à essayer est un alchimiste, Cornelius Drebbel. En 1620, par une chaude journée d'été, il invite le roi d'Angleterre Jacques Ier et son entourage à assister à un événement stupéfiant. Drebbel, qui est aussi le magicien de la cour, a parié avec le roi qu'il pourrait transformer l'été en hiver. Il va tenter de refroidir l'air dans la plus grande salle couverte du royaume, Westminster Hall. Pour arriver à la température la plus basse possible, Drebbel savait que la glace était le point le plus froid qu'on peut normalement atteindre. Et il savait sans doute aussi que mélanger la glace avec des sels permet d'abaisser encore la température. Les sels abaissent la température de fusion de la glace. D'après Shidlow, Drebbel a dû utiliser du sel de table ordinaire qui provoque la baisse de température la plus importante. Mais du sel et de la glace n'auraient pu, à eux seuls, refroidir une salle aussi vaste que Westminster Hall. Drebbel aimait inventer des machines complexes, et Andrew Shidlow pense savoir comment fonctionnait celle de l'alchimiste. Il devait y avoir un ventilateur qu'on faisait tourner pour envoyer de l'air chaud sur les récipients froids qu'on voit ici. C'était en quelque sorte le premier système de climatisation de l'histoire. Ce système peut-il vraiment transformer l'été en hiver? L'idée était de mélanger tout ça le mieux possible en à peu près 5 secondes. Andrew Shidlow pose sur une étagère des bocaux remplis de mélanges glacés pour créer les couloirs froids que l'air va traverser. On sent qu'il fait très froid. En fait, je sens de l'air froid tomber sur mes mains. Parce que l'air froid est plus dense que l'air chaud. Et on le sent très nettement sur les doigts. Lorsque l'air ambiant est passé à travers l'étagère de bocaux, sa température descend à environ 10 degrés. Comment le roi a-t-il réagi à cette rencontre avec le froid artificiel? Il a certainement été saisi, dérouté. Peut-être même s'est-il demandé s'il fallait y voir la main de Dieu ou l'action de forces démoniaques. Et il est sûrement parti à la hâte en frissonnant de froid. Si Drebbel avait consigné son expérience, il aurait pu rester dans l'histoire comme l'inventeur de la climatisation. Mais il faudra attendre près de 3 siècles pour que cette idée prenne enfin son essor. D'une façon générale, la conquête du froid a intéressé des hommes préférant l'expérimentation aux actions d'éclat. L'un des premiers à appliquer la méthode scientifique est Robert Boyle. Boyle est obsédé par une question fondamentale. Qu'est-ce que le froid? Fils du comte de Cork, un riche aristocrate,
il met à profit sa fortune pour construire un grand laboratoire. Célèbre pour ses expériences sur la nature de l'air, Boyle devient aussi le premier maître du froid. Convaincu qu'il s'agit d'un sujet important mais négligé, il réalise des centaines d'expériences. Il a passé systématiquement en revue toute une série d'idées sur ce qu'est le froid. Provient-il de l'air? Provient-il de l'absence de lumière? S'explique-t-il par l'existence d'étranges particules, dites frigorifiques, qui le produisent? L'opinion la plus répandue à l'époque, une opinion qu'il avait entrepris de combattre, présentait le froid comme une substance primordiale. Un corps qui se refroidit absorbe ce froid primordial et, en se réchauffant, il l'expulse. Boyle pensait que c'était faux et il a fait des expériences pour le prouver. Boyle est intrigué par la façon dont l'eau se dilate quand elle se transforme en glace. Il veut savoir si cette augmentation de volume s'accompagne d'une augmentation de masse. Il pèse donc un baril d'eau, puis l'emporte dehors, dans la neige, où il le laisse geler toute la nuit. Son raisonnement est le suivant. Si une fois l'eau prise en glace, le baril pèse plus lourd, alors peut-être le froid est-il vraiment une substance. Mais quand il pèse à nouveau le baril, il constate que son poids est resté inchangé. Il est donc évident pour lui que les particules d'eau s'éloignent les unes des autres. Voilà ce qui explique la dilatation, et non pas une substance extérieure qui pénétrerait dans le baril. De plus en plus convaincu que le froid n'est pas une substance, mais un phénomène en rapport avec les particules, Boyle repense à d'autres expériences qu'il a faites avec une pompe à air. Son idée était que l'air emprisonné dans ce globe en verre est élastique. Quand vous essayez de le comprimer, il résiste. Cette vision des choses est très étroitement liée à la façon dont il étudie la chaleur et le froid. Son idée est que quand des substances telles que l'air se réchauffent, elles tendent à se dilater, un peu comme si les petits ressorts dont, d'après lui, chaque particule d'air est composée, se détendaient progressivement, prenaient plus de place et se dilataient. D'où sa conclusion que la chaleur est une forme de mouvement d'un type particulier et qu'en se refroidissant, les corps sont animés de mouvements de plus en plus faibles. L'ouvrage le plus long publié par Boyle porte sur le froid. Mais c'est un sujet qu'il juge difficile à étudier. Il se décrit comme un médecin travaillant dans une contrée lointaine, sans outils ni médicaments. Pour explorer efficacement cette contrée du froid, il manque à Boyle un instrument essentiel, un thermomètre précis.